Venez, vivez, vibrez. Bonsoir, amis sportifs. C'est une promesse tenue. Promesse de passer en revue les faits majeurs du 21e Grand Prix cycliste international Chantal Biya, compétition qui s'est refermée dimanche dernier par le sacre du Slovaque Kubis, le maillot jaune, les tops et les flops. Dans un instant, dans cette édition de Sports Club, espace débat sur l'une des antennes du réseau CRTV, CRTV Sports and Entertainment. Ce sera en compagnie de Joseph Evuna. Il est le directeur technique national de la Fédération camerounaise de cyclisme. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Je rappelle que vous êtes également, pour cette compétition qui s'est achevée, vous avez été le directeur de la course. Et à côté de vous, Emmanuel Mbankolo. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir vous Évariste, bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Vous êtes analyste et consultant CRTV Sports and Entertainment, autre consultant, mais d'abord journaliste. Emmanuel, c'est Sando, l'homme Titi. Sando, bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Une petite pause par ce message qui sauve vie. On se retrouve juste derrière. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et voilà qui nous plonge d'abord dans la première partie de cette édition. Les habitués n'en sont pas surpris. C'est la pause actualité. On marquera 2 arrêts ce jour. Le premier, ce sera dans le domaine du football. Tout d'abord, les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2020. Le duel à distance entre Lions indomptables et éléphants. Mais avant d'y aller, que je vous indique qu'il y a déjà 3 pays qualifiés pour la phase finale. Il s'agit du Qatar, pays organisateur de l'Allemagne et du Danemark. Les 2 Européens se sont joints donc au pays organisateur de la nuit d'hier à ce jour. Vous le savez donc déjà. Pour ce qui est de l'Afrique, aucun qualifié, seulement 2 pays qui ont avancé. Déjà, il s'agit du Maroc et du Sénégal qualifiés pour le dernier tour. Les barrages, les 2 pays ont réussi un sans faute jusqu'ici. 4 matchs, 4 victoires. Ils vont donc attendre de jouer la phase des barrages qui se joueront en aller et retour. Mais avant cela, ils vont achever d'abord la phase de groupe qui est en cours et va s'achever au mois de novembre prochain. Pour ce qui est du Cameroun, il n'est pas en ballottage, mais au coude à coude avec les éléphants de Côte d'Ivoire, les Lions indomptables qui ont perdu au passage 3 points et en ont engrangé tous les autres. Les éléphants, eux, ont perdu 2 points après un match nul contre le Mozambique et ont réussi à faire sien tous les autres points. Et donc maintenant, comment on va donc déterminer le qualifié de la poule D, qualifié pour le dernier tour. Justement, il s'agit du tour d'appui entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, première du groupe D, le Cameroun, deuxième avec 9 points. Quel peut être le qualifié? Le duel à distance, c'est donc le premier arrêt de cette actualité. Sando, l'homme Titi, vous avez regardé le match des Camerounais. C'était à Tanger lundi dernier. Les Camerounais ont réussi
finalement à s'imposer 1-0, ont réussi l'essentiel, ce qui conforte les Lions indomptables dans leur position de deuxième dans ce groupe. Est-ce que la qualité de la rencontre que vous avez vécue donne des assurances pour la suite? Il faut dire que les Lions nous ont fait peur du fait qu'ils n'aient pas voyagé à temps. Ça, c'est déjà quelque chose de pas bien pour une équipe parce que 6 heures de vol à peu près, ça exige à peu près 24 heures de récupération sur le plan physiologique. Malheureusement, les Lions, compte tenu de leurs voyageurs, ou voyagistes, si vous voulez, ne sont pas partis à temps. Maintenant, ils ont gagné, c'est l'essentiel. Parce que si nous voulons copier ce qui se passe ailleurs, vous allez me dire que c'est le nivellement par le bas. Ce qui était important, c'était les 3 points. D'abord, le reste, on devrait regarder. Donc, l'essentiel est sauf. L'essentiel est sauf. En fait, les Lions, je prends un exemple. On a vu un pays qui a célébré sa victoire l'autre jour, la France, qui a eu 36% de possession de balle contre l'Espagne. Et c'est la France qui a gagné. Donc, l'essentiel pour nous, ce n'était pas le beau football. En match de finale de la Ligue des Nations. Le beau football viendra après. Pour l'instant, nous célébrons en pièce de rechange qu'on ne peut pas marquer quelque chose. S'il avait marqué, on aurait dit le coaching gagnant de l'entraîneur. Donc, je pense que quand l'entraîneur vous met sur le banc de touche, c'est pour vous permettre également d'observer ce qui se passe. Quand vous entrez, vous avez la possibilité de transformer la physionomie du match. Je ne voudrais pas faire une fixation sur un joueur spécifique, mais je dis qu'il y a quelques données à faire. On a vu que l'encadrement technique est en train de modifier progressivement pour donner la chance à ceux qui veulent l'attraper de pouvoir jouer dans cette sélection. Donc, je pense qu'on n'aura plus, en dehors de la période de novembre, on n'aura plus une autre période avant la CAN. Il faudrait donc que ceux qui veulent jouer la CAN, ceux qui veulent accompagner l'entraîneur dans cette aventure de la Coupe du Monde, qu'ils soient vraiment concurrents afin d'être retenus. Qu'ils soient concurrents, les Lions indomptables. Emmanuel Bankolo, on avait parlé du duel entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais c'était... Le match de Tanger, quand on voit tout ce qui a émaillé le match... On ne va pas y revenir. Et on ne va pas y revenir. Et qu'on puisse sortir de là avec une victoire, je peux vous dire que de mon angle, j'ai plus d'assurance que d'inquiétude. Maintenant, il faut qu'on comprenne à suffisance ce type de mini-tournoi. C'est des matchs qu'il faut jouer, qu'il faut gagner. Donc, c'est des matchs qu'on gagne. Ce n'est pas des matchs qu'on joue. Quels sont les indicateurs qui rassurent côté Lions indomptables? Côté Lions indomptables va être qualifié parce qu'elle a remporté le match aller. Donc, c'est une victoire à l'absolu qui s'impose aux Camerounais. Joseph Evouna, c'est vrai que vous êtes davantage habilité à parler petite reine, crevaison, chute, traversée de la ligne, étape, un peu cette nomenclature du cyclisme. Mais du moment où une équipe nationale est engagée, c'est aussi comme celle que vous avez réussi à conduire durant ce Grand Prix cycliste international. Ça veut dire que ce sont les 27 millions de Camerounais qui sont acquis à la même cause. Vous aussi inclus, donc. Alors, les Lions indomptables dans cette compétition de football, ils doivent aller au mondial. Nous le souhaitons, nous tous. Il est vrai que pendant qu'ils jouaient, nous étions en compétition. Ça ne nous a pas permis de suivre le match. Donc, nous souhaitons tout simplement que les Lions puissent se qualifier. Ah oui, c'était la deuxième étape en ce qui vous concerne. Alors, la Côte d'Ivoire, elle aussi est en compétition à distance. Sando, l'homme Titi, il faut aux éléphants de pouvoir se relever de leur mauvais match du aller contre le Mozambique. C'est leur prochaine journée, la 5e. Le Mozambique les avait tenus à d'échecs à domicile. Maintenant, en match retour, est-ce que les éléphants ont les clés en main? Oui, pour ce qui est des éléphants, il faut rester attentif parce qu'eux aussi sont dans la mouvance de gagner d'abord en attendant la finale contre le Cameroun. C'est le même destin que le Cameroun. C'est le même destin et il y a des éléments de similitude. Déjà, je ne suis pas sûr que tous les athlètes, tous les footballeurs ivoiriens pourront jouer le match retour contre le Mozambique. Encore que pour ce qui est du Cameroun, nos compatriotes qui évoluent en Angleterre, je ne pense pas qu'ils puissent aller en Afrique du Sud compte tenu de la pandémie. Donc, vous savez quand même que l'Angleterre a interdit certaines destinations à ceux qui vont sur leur terre. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est une tradition apparemment. C'est une tradition parce que vous vous souvenez, en 2005, lors des éliminatoires qualificatifs pour la Coupe du Monde de 2006, on était presque au même niveau d'égalité en termes d'inquiétude. On est allé battre la Côte d'Ivoire 3-2 à domicile. Et malheureusement, on a fait un match nul
qu'il ne fallait pas faire. Et ça, Yaoundé, c'était contre l'Égypte. Donc je pense que les Camerounais ont tiré les leçons du passé pour pouvoir se préparer véritablement. Se préparer également parce que vous vous souvenez que pour la Coupe du Monde de 90, si le Cameroun s'est qualifié, c'est tout simplement grâce au Nigeria qui avait négligé un tant soit peu le Gabon, étant entendu que le Gabon avait battu le Cameroun lors de la finale de la Coupe de l'UDEAC. Et donc le Nigeria n'avait pas battu le rappel des troupes de ses professionnels en se disant c'est un petit Gabon qui est allé battre le Nigeria au Nigeria. Et le complexe de supériorité. Ça nous a permis en retour de nous positionner, surtout qu'au match de poule, on avait commencé par le Gabon et on a fait une mission, excusez-moi de l'expression, une mission punitive, puisque les Lions ont voyagé par cargo, par avion militaire, ils sont arrivés, ils ont mangé chez l'ambassadeur, ils sont partis directement au stade et premier but. Kanabi qui avait pleuré parce qu'en fait il n'était pas là, il n'imaginait pas comment un petit Gabon pouvait nous taper. Deuxième but c'était François Omambiyik et troisième Boumbo Emile. Donc on a gagné 3-1. Et au match retour, le Nigeria avait tout fait dans le Sangrandam en se disant qu'ils vont faire la fête. Malheureusement, le Nigeria a perdu 1-0, but de François Omambiyik. Donc je dis, on se contrôle véritablement dans un cas comme dans un autre. Et Emmanuel a bien fait de soulever ces aspects-là, c'est-à-dire sur le plan historique, sur le plan mental. Les joueurs savent, pour la plupart qui sont dans cette sélection, savent que c'est la dernière Coupe du Monde à jouer et peut-être la dernière fois de jouer une CAN pour certains. C'est-à-dire qu'il faudrait donc gagner contre le Malawi pour pouvoir conquérir l'entraîneur qui devra vous programmer par rapport à la CAN et pour le reste. Donc c'est... les Lions n'ont pas perdu face à la Côte d'Ivoire la dernière fois en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient trop faibles. Quand vous essayez de regarder quand même l'état du terrain, quand vous essayez de regarder les conditions d'accueil, parce qu'on vous envoie à 35 km de la capitale, dans un endroit où il n'y a pas d'hôtel et tout, et la pelouse, quand vous la regardez, vous vous demandez comment fait-on pour que la CAF tape sur les doigts du Cameroun avec les pelouses que nous avons. Donc je pense que le Cameroun a un avantage psychologique pour l'instant. On croit que c'est l'avantage de la Côte d'Ivoire, mais les Camerounais sont plus que dopés parce que chacun voudrait jouer tout au moins cette soif de revanche. Cette soif-là. Il y a une soif de revanche. Mais, Emmanuel Baskolo, est-ce que la Côte d'Ivoire a le droit de débarquer à Yaoundé ou à Douala avec un complexe de supériorité pour avoir remporté la manche aller? Maintenant, s'ils font ce choix-là, ils seront conséquents de leur choix à la fin de la rencontre. Et il faut dire que, quel que soit le cas, historiquement, jamais la Côte d'Ivoire n'est repartie du sol camerounais avec une victoire. Et je ne pense pas que ça commencera en 2021. Je ne crois pas. Maintenant, le Cameroun aujourd'hui sait exactement à quoi s'en tenir par rapport à cette équipe ivoirienne. Le Cameroun... on l'a vu à Ebimpe, à la fin du match, Serge Aurier disait en off, s'il y avait encore eu 3 minutes, on aurait pu se faire battre par ce Cameroun parce qu'on était lessivé. La deuxième mi-temps du Cameroun a été exceptionnelle. C'est une équipe ivoirienne totalement étouffée en deuxième mi-temps. Et aujourd'hui, au sein du staff camerounais, chaque journée, on prend le temps de l'observation de tous les adversaires de la poule et on prend le temps de l'observation de celui qui est considéré un peu comme le principal adversaire, mais on n'oublie pas justement ce Malawi-là. On sait que ça passe par le Malawi, c'est très important. Et je crois que le temps de la réflexion sur la Côte d'Ivoire arrivera juste quelques minutes après ce match contre le Malawi. C'est pas qu'il n'y a pas eu une réflexion par rapport à la Côte d'Ivoire, mais, et moi je suis d'accord avec le staff camerounais qui a pris sur lui de prendre match après match, match par match. Ça c'est très important parce que si vous faites un focus sur la Côte d'Ivoire, c'est un match qui peut participer à votre déconcentration et vous vous faites surprendre par une équipe comme le Malawi et après vous n'avez que vos yeux pour pleurer parce que si vous vous faites surprendre par le Malawi et puis après qu'on vous dise que la Côte d'Ivoire a fait un match nul contre le Mozambique, vous vous rendez bien compte que si vous aviez été concentré, vous serez resté dans le pipe et peut-être vous serez passé devant la Côte d'Ivoire avant de les recevoir sur le sol camerounais. Emmanuel, si on prend appui sur l'un des arguments de Sando tout à l'heure, le Cameroun a été mis à mal en Côte d'Ivoire tout simplement parce qu'il jouait sur une pelouse pas très conforme. Est-ce qu'en match retour, jouant sur l'une de ses meilleures pelouses ici au Cameroun,
ça donne les chances à 100% aux Lions indomptables de s'affirmer plus facilement. Il suffit seulement de voir les matchs du Cameroun à domicile depuis le début de cette campagne. Ce sont des matchs totalement maîtrisés, même si vous prenez les matchs du Cameroun en éliminatoire de la CAN. Mais là, l'adversaire s'appelle Côte d'Ivoire. Oui, le problème n'est pas le nom de l'adversaire. Et c'est pour ça que... Non, Emmanuel, si vous permettez, en quelques mots, Évariste, l'adversaire peut s'appeler la Côte d'Ivoire. Et on a vu ce qui s'est passé l'autre jour avec le Nigeria RCA. Personne ne pouvait l'adversaire s'appelait la RCA. Même s'il fallait parier n'importe quoi. Puis il y a eu un match retour. Oui, il y a eu un match retour. Revanche du Nigeria, 2-0. Oui, les résultats sont là. On a gagné. Diront les Centrafricains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense, j'ai tapé sur les doigts du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football, mais sauf que ils m'ont répondu autrement. Autrement, c'est-à-dire, après le match, il y a eu quand même des dispositions qui ont été prises pour que les délégations regagnent leurs points. C'est-à-dire, les Lions sont rentrés en Europe pour ceux qui devaient rentrer. L'équipe nationale, les encadrés sont revenus au Cameroun. Et aujourd'hui, ce matin, il y a eu une réunion à la Fédération camerounaise de football entre les dirigeants de la fédération et l'encadrement technique. Donc ça veut dire qu'il faut capitaliser, et le ministère et la fédération se sont engagés à capitaliser chacun des instants pour pouvoir tirer le meilleur afin d'éviter ce bégaiement qui nous ont ridiculisés. Avant de tirer le meilleur, tirer les leçons. Tirer le meilleur et tirer les leçons, justement, Évariste. Parce qu'en fait, moi j'avais peur, et ça je pense amicalement et confraternellement, vous m'avez envoyé un élément que j'avais d'une de mes interventions quelque part. Ouais. Oui, j'avais peur de voir un footballeur camerounais blessé. Vous savez quand même, je le passe sous le contrôle de la meilleure ressource technique du cyclisme camerounais, parce que c'est le technicien inscrit à l'Union cycliste internationale, je parle de M. Vouna. Les athlètes se blessent plus parce que sur le plan mental, ils sont touchés. Pas forcément, ou bien ils sont dopés. Voilà les deux éléments qui conduisent facilement aux blessures. Et comme les Lions étaient secoués, ils sont allés à l'aéroport, ils sont revenus à l'hôtel avant de repartir, voyager sur quelle distance et aller jouer. J'avais peur et j'ai signifié ma peur. Maintenant que les dispositions sont prises, je pense qu'il faut qu'on reste concentré et qu'on accompagne véritablement cette équipe nationale pour pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. On va faire un peu de toilette à la maison, toujours dans le sens d'accompagner ces Lions indomptables. Là, nous sommes à la FECAFOOT. L'élection à la présidence de cette instance fêtière du football est prévue le 11 décembre prochain, suivant le chronogramme soumis et approuvé par la FECAFOOT à la FIFA. Seulement, d'ici là, il y a beaucoup de tribulations avant d'y arriver, puisque le processus a été engagé par le renouvellement à la base, par les entités décentralisées. Il est prévu samedi prochain la publication des candidats à la tête des instances régionales, les ligues régionales. Et à la fin de ce mois d'octobre, le 31 précisément, il est prévu la tenue donc des élections régionales. Mais avant cela, il y a des coups de vent qui perturbent la poursuite sereine de ce processus électoral, parce que parallèlement, il y a un feuilleton juridique dont le dernier épisode est la tenue, nous a-t-on signalé hier, d'une réunion virtuelle d'une autre instance qui s'appellerait aussi la Fédération camerounaise de football, ayant décidé de la suspension de certains responsables actuels de l'équipe provisoire de la FECAFOOT, suspension de 5 années durant, ce qui n'est donc pas de nature à favoriser la suite du processus électoral. Ce processus, où en est-il? Interrogation ce soir. Emmanuel Bakolo, quelles sont les dernières informations que vous avez quant à la poursuite ou l'arrêt du processus électoral à la FECAFOOT? Il faut dire simplement qu'on a l'obligation de faire un choix aujourd'hui au Cameroun. On a l'obligation de faire un choix, soit celui de la force du droit, soit celui de la force du droit de la force. On est dans cette obligation. Parce qu'aujourd'hui, reconnu par l'instance internationale, par les institutions internes, c'est-à-dire je parle là de l'Assemblée générale de 2009, qui s'est réunie justement hier et qui a pris des résolutions. On sait qu'aujourd'hui, par rapport à la pandémie, la mode, c'est la visioconférence. Donc, ça veut dire qu'elle est dans les normes. Elle a pris certaines résolutions. Maintenant, on fait le choix. Soit de respecter les règles et la loi, soit d'être hors la loi.
Et après, on fait aussi le choix d'être conséquent. Si vous prenez, parce que ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est de se rendre compte que quel que soit le cas, le prochain exécutif à la Fédération camerounaise de football est capable de porter plainte au président de la FIFA. Et il aura raison, parce que le président de la FIFA, sur ses déclarations et sur les éléments qu'il aura mis à la disposition de l'exécutif intérimaire en place aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, a pris sur lui de violer les textes de la FIFA. Si vous prenez les textes de la FIFA à l'article 19, les textes sont clairs. La FIFA ne reconnaît pas des organes qui n'ont été ni nommés ni élus au sein du fonctionnement interne aux associations, et la FIFA ne reconnaît pas un statut intérimaire. Emmanuel dit, l'équipe conduite par le professeur Albert Mbida, on va le nommer, il est par ailleurs sénateur, c'est lui qui est à la tête vous parlez de l'exécutif de 2009, l'Assemblée générale de 2009. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'asseyent, qu'ils prennent des sanctions, décidant de suspendre certains responsables en fonction, même à titre transitoire à la FECAFOOT, mais que le lendemain, on n'ait pas vu de suite. Oui, mais je crois qu'ils ont été la première fois sanctionnés à la limite par la CCA, du fait de ce que leur processus avait été mal engagé. Je crois qu'ils ont pris le temps d'aller dans le sens qui leur avait été indiqué par la CCA. Déjà, d'abord, ils sont allés dans le respect du temps, 3 mois, et ils sont allés dans le respect du process. Ouais. Donc, aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, ils avaient qualité pour pouvoir tenir une assemblée générale? Oui. Est-ce qu'elle s'est tenue dans les normes? Oui. Est-ce que les sanctions sont valables? C'est là la clé. C'est là la clé. Et maintenant, si on s'appuie sur ce fameux article 19 de la FIFA, l'article parlant de l'indépendance des associations membres et leurs organes, le mot est important, indépendance. L'indépendance, on n'a pas parlé de l'autonomie, l'indépendance des associations membres. Et à l'alinéa 3, qui est la clé, on dit la FIFA ne reconnaît pas les organes d'une association membre n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement intérimaires. Attention. Et si vous prenez l'alinéa 2, qu'est-ce qu'il dit? Les organes des associations membres ne peuvent être désignés que par voie d'élection ou de nomination interne. Les statuts des associations membres doivent prévoir une procédure démocratique, insistons sur le mot démocratique, leur assurant une indépendance, qui revient indépendance, totale lorsqu'elles procèdent aux élections et nominations. Donc, au vu de ces éléments tenus dans les statuts de la FIFA, il y a une incongruité déjà en amont, c'est-à-dire que le fait même de penser qu'un exécutif déchu soit ramené de manière intérimaire, c'est déjà une violation grave des propres textes de la FIFA. Emmanuel, nous ne tenons pas déjà ici le procès de cet exécutif-là. Non, c'était juste pour que nous apportons juste des clarifications pour trouver des boussoles aux téléspectateurs. On a un pan de l'affaire qui insiste. Et moi, je dis, le mieux est toujours d'insister un peu sur le sens de la loi, sur le sens du droit. Tout à fait. Je reste avec vous pour permettre aux téléspectateurs de nous comprendre davantage. Après que l'AG de 2009 s'était assis en février dernier, a pris un certain nombre de sanctions, ce qui, aux yeux de la FIFA, n'était pas normal parce que le cadre juridique n'avait pas été respecté. Sa FIFA avait produit une correspondance insistant à préciser que c'est l'exécutif provisoire de la FECAFOOT actuelle qui va mener le processus électoral, celui qui est en cours, conduit donc par Sédou Bombo Njoya. Cela a été confirmé quelques temps après par la CAA. Pourquoi aujourd'hui on reprend les mêmes choses? On ne va pas retomber sur les mêmes résultats? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de clarté. Je peux comprendre encore la FIFA de ce qu'elle voulait contourner le fait d'une troisième normalisation
d'affilée. C'est-à-dire que la FIFA a instruit de poursuivre le processus électoral. Après celle du professeur Ona, non, mais la nôtre, on ne l'a pas. Après celle du professeur Ona, après celle de Maître Api, on a peut-être voulu contourner. Mais en contournant, il faut qu'on se dise qu'on doit rester dans le respect de ses propres textes et dans le respect un peu du droit et de la loi. Là, la FIFA, en fait, je ne peux pas dire la FIFA, là, le président de la FIFA n'a pas respecté les textes de l'instance qu'il est censé diriger. Donc pour vous, ça pose le processus électoral ne devrait pas... Non, on devrait l'arrêter si on pense qu'on est citoyen camerounais. D'accord, si on pense qu'on c'est entendu. On devrait l'arrêter, Sando, l'homme Titi, seulement... Il n'est pas encore arrêté. On annonce samedi prochain donc la publication des candidatures au poste des ligues régionales. Et donc la tenue de l'élection, les élections régionales même, c'est prévu aussi le 31 octobre. Alors, le processus, il ne s'est pas arrêté. Le processus ne s'est pas arrêté, mais il faut le regretter aussi. C'est-à-dire, on a vu, on a suivi des cris lors de l'élection de 2018. En Bankomo, les gens ont dit faites ceci, sinon nous allons attaquer. Et nous avons suivi d'autres dire attaquer. On va voir. Et ils ont attaqué. L'élection a été annulée, c'est avec retard, peut-être du fait de la pandémie qui ne permettait pas que les gens se retrouvent, du fait d'un certain nombre d'intolérance de la part des conseils de ceux qui ont attaqué. Maintenant, nous sommes dans la même tournure où il faudrait forcément, où il fallait un temps d'arrêt. Mais moi, peut-être les antennes de la CRTV ne sont pas appropriées pour que je le dise, mais il faut le dire, c'est la bataille entre les membres du gouvernement. Il y a ceux qui sont du côté du sénateur, il y a ceux qui sont du côté de M. Seydou, et ça entraîne ce que ça entraîne, et c'est le football camerounais qui est en train de prendre de sérieux coups. Ne nous trompons pas de diagnostic, parce que nous allons nous tromper certainement de la prescription des médicaments le moment venu. Alors, de votre lecture, pour éviter que l'on retombe dans la même spirale des épisodes juridiques, qu'est-ce qu'il faut? C'est suspendre le processus électoral ou alors suivre les directives de la FIFA qui recommande d'aller jusqu'au bout, jusqu'au mois de décembre prochain. Est-ce que la FIFA a joué franc jeu pour que les uns les autres suivent ses orientations? C'est là la question. Il nous souvient quand même que le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait demandé à la Fédération camerounaise de football de surseoir au processus et il n'avait pas demandé d'annuler. Je pense que chaque mot a son poids et a son sens. Malheureusement, les uns et les autres se sont entêtés du fait, comme je l'ai dit, et j'insiste là-dessus, des appartenances à tel ou à tel groupe du gouvernement camerounais. J'insiste là-dessus parce que le ministre, je croyais à un moment donné qu'il y a quand même la solidarité gouvernementale. S'il y a un ministre qui est appelé à reprendre des activités du sport. Sauf que d'autres entités se sont mêlées pour dire nous autorisons, nous demandons, ainsi de suite. Qui font le contrepoids. Qui font le contrepoids. Et le ministre, certainement, a fait le dos rond en se disant OK, il y a des gens qui vont continuer le combat, qui vont peut-être porter mon combat. Moi, je croyais que je devais faire ceci. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. J'ai suivi M. Abdourahmane Amadou Baba, qui est la principale épine dans les pieds du football camerounais, jusqu'à ce qu'il trouve certainement satisfaction. Il avait demandé un certain nombre de choses qui n'ont pas été respectées. Ça, il faut aussi se le dire. Ce ne sont pas ceux qui vous disent non, force, qui sont forcément vos amis. À un moment donné, il faut s'arrêter. La force n'est rien sans la maîtrise. Donc, je pense qu'il fallait à un moment donné que les gens s'arrêtent, qu'ils essaient de regarder quels sont les textes, que disent les textes. Moi, je suis membre d'une commission de la Chambre nationale de résolution des litiges à la Fédération camerounaise de football. J'ai pour président le magistrat Jean-Pierre Sow. À tout moment où on s'assoit, il vous demande que disent les textes. Vraiment, si on avait appliqué les textes, si on avait tenu compte d'un certain nombre de choses, on n'en serait pas là. Et Évariste, c'est désagréable d'arriver à une situation où vous savez qu'on part à l'élection, elle sera attaquée, elle sera annulée. Que va-t-on faire des sanctions, de la sanction ou bien des décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui demande d'annuler le processus du moins ce qui s'est passé jusqu'à ce moment. Alors pour conclure, vous dites le processus électoral, sa poursuite n'a pas lieu d'être. Comme journaliste, je ne pense pas que sa poursuite ait des raisons de continuer. Comme citoyen, je trouve ça désagréable. Et comme écrivain, je pense que les faits qui sont identiques ont toujours amené à
à l'annulation du processus électoral. Donc, comme dans un cas comme dans l'autre, ce processus-là court droit vers une annulation. On doit faire l'économie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Vous avez rejoint quelque peu Emmanuel Bankolo. On ne va pas insister outre mesure sur cette actualité. Il ne s'agit pas du débat ce jour. C'était juste une revue de l'actualité. La première partie de cette édition de Sports Club, une première dont la page est tournée à l'instant avant la deuxième. Une petite respiration. C'est le plat de résistance de ce soir, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya avec pour vainqueur l'Européen, le Slovaque Lukas. C'est lui qui s'est imposé donc au terme des 5 étapes de cette édition, emportant ainsi le maillot jaune. Dégrincement du dent côté camerounais parce que le maillot jaune leur a glissé entre les doigts, a échappé de peu à Clovis Kamzon Abesolo, lui qui a terminé avec le même temps que le vainqueur. On va comprendre d'où est née cette différence, pourquoi le maillot a plutôt été attribué aux Slovaques. On a avec nous le directeur technique national, rassurez-vous, qui nous donnera d'amples précisions à ce niveau. Mais le débat d'aujourd'hui, c'est sur les réussites et les quelques échecs qu'on peut relever au cours de cette 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Avant d'y aller, que je vous indique qu'il y a eu un seul maillot jaune, il y a eu 5 vainqueurs d'étape, il y a eu plusieurs nationalités, il y a eu un hélicoptère, il y a eu une première dame. Les faits et chiffres de cette compétition. Daniel Ekondé. SNH Velo Club cyclist Taylor Achis became the focus of the Grand Prix Chantal Biya for 3 days after winning the first lap in Bagante. The 37-year-old kept his 15-second time gap in the next stage in Tui, a lap won by Slovakian Lukas Kubis. Quatlech Lars of the Netherlands coasted to win the third stage. He covered the Yaoundé Ubuluvan Colandom heat in 4 hours, 1 minute and 27 seconds. Yet Achis held on to the yellow jersey. However, Cameroon gave away the pole position in the 4th stage in Meyomesala, a grandiose event attended by the matron Chantal Biya. The First Lady illuminated the occasion by traditionally handing over the yellow jersey and also received a bicycle from the Cameroon Cycling Federation. Lucas confirmed his first Grand Prix Chantal Biya title in the final lap this Sunday as he cruised past Cameroon's top seed Clovis Kamzon Abesolo. This year's Grand Prix Chantal Biya had aerial images from Cameroon's defense forces for the first time since its inception. Bagante also hosted its premier lap, a shift welcomed by the city's mayor, Eric Nyat. Merci Daniel Ekondé. Vous avez donc relevé, comme je vous l'indiquais, la première dame, un maillot jaune, un hélicoptère, plusieurs nationalités, quelques faits et chiffres. Des faits, il y en a encore. Joseph Evouna, bienvenue une fois encore. L'un des faits, c'est que, et on peut le voir, le vainqueur de cette 21e édition, c'est un Slovaque. Il a terminé avec le même temps que Clovis Kamzon Abesolo. Mais pourquoi le maillot jaune plutôt à l'autre? C'est de l'inédit où on peut trouver 3 coureurs qui ont le même temps dans une compétition. Bon, il fallait tout simplement les départager parce que ça arrive dans tous les classements du cyclisme. Et qu'est-ce qui intervient à ce moment-là? Qu'est-ce qui intervient à ce moment-là? C'est les places dans les différentes étapes que vous avez parcourues. Et c'est pour cette raison que le Slovaque est donc passé en tête, suivi d'un Hollandais et après Kamzon Abesolo. Qui arrive à la 3e position. C'était beaucoup de grincement dedans côté camerounais. Clovis Kamzon Abesolo qui était parti pour un doublé cette année. C'était lui le vainqueur du Tour cycliste international du Cameroun, le Tour du Cameroun. Il était aussi à la porte de la gloire en reprenant ce maillot qu'il a remporté pour la dernière fois en 2017, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Pour vous qui êtes directeur technique national, c'est peut-être un choc? Non, pas un choc parce que, déjà, moi-même, je suis passé, dans cette histoire et je ne pense pas avoir eu un choc parce que les différentes places au classement, bon, pour le commun des mortels, on ne les maîtrise pas,
Mais quand ça arrive, on ne peut qu'accepter ce qui est arrivé. Oui. Yeah. Emmanuel Bakolo, Clovis, la porte s'est refermée juste devant la ligne d'arrivée. Oui, peut-être une déception. Bon, maintenant, vous savez qu'il y en a peut-être qui vont aller interroger la gestion technique un peu de toute la course par la team Cameroun. C'est bien qu'on ait le directeur technique, justement. Vous l'interpellez. Oui, bon. Maintenant, peut-être lui, il aura fait son travail en amont. Maintenant, qu'est-ce que les entraîneurs, d'accord, ont fait? Parce que c'est aussi ça, les détails. Et c'est pour ça qu'on dit toujours aux uns aux autres que le plus important, parfois, se retrouve dans ce qu'on croit être les détails. Ouais, vous avez vu que ce qui pourrait apparaître comme un détail, le classement à une arrivée, aujourd'hui, est le point focal même, le point le plus important lorsqu'on arrive à la fin. Donc, moi, de mon point de vue, il faut d'abord aller interroger un peu la gestion technique, c'est-à-dire qu'entre l'oreillette de Kamzon et son coach, c'est-à-dire que toutes les étapes, après, on a sûrement pris le temps d'avoir une fiche, savoir exactement au départ de la course, ou alors 2 courses avant, savoir que celui qui nous poserait des problèmes au cas où, parce que à partir de ce moment, surtout au départ de la course ce matin-là, dans la veille, on prend celui qui est le mieux placé et on sort exactement toutes les stats et toutes les possibilités. Il y a une possibilité d'être au même nombre de points, il y a une possibilité d'être un point en dessus. C'est-à-dire, il y a la possibilité d'être au même nombre de temps. De mieux coacher les favoris camerounais. De mieux coacher et les favoris camerounais. Oui, et de contrôler. C'est-à-dire, s'il y a la possibilité du même nombre de temps, la différence devrait se faire justement par rapport aux arrivées. Donc, il faut, pour éviter d'être au même nombre de temps, il faut pouvoir arriver au moins une tierce ou une seconde avant lui. Donc, j'estime que moi, je ne suis pas un profond technicien, mais j'estime que tous ces éléments ont été mis sur la table et que, bon, finalement, peut-être Kamzon n'a pas joué de chance. L'un des techniciens se prononcera tout à l'heure. Permettez que l'on transite par Sando Lomtiti, qui n'a pas encore dit le traitement sur la question. La 4e étape, l'arrivée, c'est à Meomé Salah. C'est devant la marraine de cette compétition, la première dame. Et c'est à ce moment-là que Arthur Stella perd son maillot jaune. C'est pas une meilleure façon d'honorer celle qui est la marraine de la compétition. Il faut dire, Évariste, que sur le plan de l'organisation, les responsables de la Fédération camerounaise de cyclisme ont pris des dispositions. Pour ceux qui nous suivent, les courses organisées au Cameroun sont à 2.2, c'est-à-dire des courses amateurs. Semi-professionnelles. Non, amateurs. Semi-professionnel, c'est 2.1 et professionnel de 2.0. Maintenant, à défaut d'avoir des oreillettes, je pense que l'encadrement technique a tenu des réunions, comme d'habitude, juste après une étape. Et le matin, on renouvelle les consignes et les cyclistes ont sur leur guidon les dossards à contrôler. Ça, c'est ce qui se passe. Vous savez que si le dossard numéro 15 s'échappe, comme il accuse un retard de 10 minutes ou de 3 minutes, il n'est pas un danger pour le maillot jaune. Ça ne sert à rien de le poursuivre. Donc, je pense que ces dispositions ont été prises, sauf qu'il y a 2 éléments sur lesquels je ne cesserai d'attirer l'attention de la fédération. Les stages, aussi beaux soient-ils, ne remplacent pas les compétitions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut manquer de la course dans les jambes des athlètes. Mais ce ne sont pas les dispositions qui ont manqué. Ça, on l'a vu. La course a eu également d'autres éléments. Ça, c'est un sport mécanique et ça arrive à tous les sports mécaniques. C'est-à-dire que pour avoir une chute, une crevaison et autres, ce sont les éléments c'est pas prévisible. C'est pas prévisible. Non, c'est même prévisible. Non, ça dit que c'est incontournable. Vous êtes là, vous vous dites, on va arriver et à un moment donné, paf, vous avez crévision, vous avez fait quoi? Et tel qu'on a suivi, je dis merci à M. Tekou Damien parce que pendant que j'étais assis sur le plateau, Tekou Damien donnait les informations en temps réel pour nous permettre de mieux communiquer. Et on a vu la célérité avec laquelle l'encadrement mécanique a pu remonter notre compatriote. Sauf qu'il fallait maintenant que les autres 10 cyclistes camerounais
puisse le soutenir. Étant entendu que de l'autre côté, Kamzon Abesolo n'avait plus la possibilité de rentrer chercher celui-ci. Il fallait tout simplement continuer. Pour aider nos téléspectateurs, vous allez poursuivre. J'indique qu'à la 4e étape, il fallait transiter par Kpang pour arriver à Moyo-Messala, parti de Zouetele. Artus Tella, qui était le maillot jaune camerounais, qui avait remporté la première étape. Il a été victime d'une chute, ce qui lui a causé un retard de plus de 7 minutes. Le directeur technique voudrait corriger. Non. Tella Artus n'a pas été victime d'une chute. Je dirais que Artus, s'il faut appeler ça malchance, c'est un monsieur qui a crevé au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que lorsqu'il crève, c'est en ce moment-là où le Slovaque portait son attaque. On n'a pas regardé si le maillot jaune a crevé. Or, dans d'autres cieux, lorsque le maillot jaune crève, on l'attend parce qu'il doit nécessairement défendre son maillot. Mais tel n'a pas été le cas de Tella Artus. Alors, la faute à qui sont les équipes l'absence de fair play, c'est tout le monde. Intervenir immédiatement. Lorsqu'il crève, le temps de sortir déjà un vélo, ça prend un peu de temps parce que même si on perd 15 secondes, c'est énorme pour qu'il puisse les remonter. Et lorsqu'il y a eu cette attaque, Abesolo et 2 autres qui connaissaient la personne qui a attaqué, ils sont allés derrière lui pour tenter de le contenir. Oui. Et le gars a eu lui aussi des coéquipiers et d'autres les Hollandais. Ils auraient eu une association de deux pays, Slovaque et néerlandais. Slovaque et hollandais, pour pouvoir partir et lâcher Tella Artus. Très passionnant. Stratégie de course. Oui. Maintenant, quand moi je viens de suivre le DTN, ce que je dis, et peut-être le fait d'Artus Tella pourrait aider justement à améliorer un peu encore la qualité de l'organisation. Peut-être pas sur le plan général, mais sur le plan Cameroun. Pourquoi je le dis? Le DTN a évoqué un fait, et on l'a souvent vu dans des grandes courses. Toutefois, justement, que le maillot jaune a un souci, a une crevaison. Je me rappelle encore de cette course. Je ne sais pas si c'était en 2014 ou 2015. Il y a Yann Ulrich qui était en tête, qui est passé dans un ravin. Armstrong s'est arrêté. On a pratiquement arrêté la course. Le temps de ramener Yann Ulrich et de repartir. Pour rester loyal. Voilà. Donc, et d'autres courses, on a vu que quand le maillot jaune avait un problème, on arrêtait. Mais le DTN le temps de repartir. semble avoir indiqué qu'il y avait une situation d'attaque. Il y avait une situation d'attaque. C'est quelqu'un qui plaçait et on n'a pas vu. Même avec la situation d'attaque, on aurait pu. Mais maintenant, côté Cameroun, si on avait dans l'équipage un instrument de contrôle, d'accord, peut-être ça aurait permis au Cameroun de passer le signal rapidement. Emmanuel, c'est une course en 2.2. On n'a pas d'oreillette. À partir de ce moment-là, il n'y a pas... Je veux savoir, est-ce que c'est interdit l'oreillette? Je reviens à vous. Prenons d'abord cette précision du... Si c'est interdit, là... Prenons d'abord cette précision Dans les courses amateurs, nous n'avons pas des moyens que les Européens en ont pour avoir des oreillettes. C'est ce qui fait défaut. Non, mais est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. C'est au niveau de développement. Si le DTN permet, avant qu'il ne développe, il y a quelque chose. Non, on va plutôt... Sando, s'il vous plaît, on va permettre plutôt qu'il aille jusqu'au bout. Il était engagé déjà. Je dirais que ce n'est pas une loi que l'on doit nécessairement attendre le maillot jaune. Et donc, mais les professionnels, c'est un problème d'esprit. C'est un problème d'esprit. Vous voyez que les professionnels, chez eux, ils se disent que le maillot jaune doit défendre son maillot jusqu'au bout. Et qu'on doit gagner la loyale. Et le défendre à la loyale. Ouais. Mais chez les amateurs, 2.2, ce n'est pas une loi. Lorsque je vois que tu as des problèmes, c'est en ce moment-là que je dois même t'attaquer pour que je puisse gagner. C'est comme ça que c'est parti. Mais dites, une crevaison, c'est considéré comme un événement normal dans la compétition? Oui, c'est un événement normal. Parce que lorsque on peut chuter, un vélo se casse. C'est pas la faute des autres. C'est pas la faute des autres. On autres. peut arrêter complètement la course. Et le plus difficile encore, c'est lorsque vous crevez une roue arrière. Et quand je regarde un peu la constitution des vélos aujourd'hui, vous avez sur les extrémités
du cadre, des encoches où la roue s'assied. C'est-à-dire que lorsque tu crèves, il faut d'abord déjà débloquer le blocage qui est là, enfin écarter pour pouvoir sortir la roue. Or, lorsque nous on courait, on n'avait pas cela. Il suffisait tout simplement que tu débloques, tu pousses ta roue et la roue est sortie. La roue avant, on pouvait la dépanner en 10 secondes lorsqu'on est lent. Mais sinon vous enlevez cette roue-là en 5 secondes et à la 8e seconde, le gars sur le vélo. La roue arrière, on prenait au moins 15 secondes. Mais aujourd'hui, avec ces encoches qu'on a mis pour que la roue puisse s'asseoir dessus, on perd facilement 20 à 25 secondes. Ah ouais, mais sauf que lui, Arthur Stella, il n'a pas perdu 20 à 25 secondes. À l'arrivée, c'est un retard de 7 minutes. Oui. Je vous dis que sur les 40 derniers kilomètres, les Slovaques et les Hollandais ont mis du pied sur la pédale parce qu'il fallait à tout prix éliminer Arthur Stella. Et sachant que Kamzon Abosolo était là, il fallait se méfier de lui. Mais à ce moment-là, on a l'impression, Sando va intervenir tout à l'heure, on a l'impression que le favori camerounais avait changé. C'était désormais Clovis Kamzon Abosolo, en tenant compte du retard de Arthur Stella. Donc à la dernière étape, celui qu'il fallait pousser, mettre en avant, c'était Clovis Kamzon Abosolo. Si, disons un tout petit peu, la question que moi je poserais, en attendant votre analyse, si Arthur ne crevait pas, qu'est-ce qui allait se passer? On allait le supporter jusqu'à la fin, parce qu'il avait 15 secondes d'avance. Il avait 15 secondes d'avance. Mais maintenant qu'il a crevé, c'est tout à fait normal que Kamzon Abosolo puisse partir et prendre le relais. Ah oui, tout à fait. Alors, vous aviez une précision à donner aussi, Sando Lomtiti, sur... Il y a plusieurs précisions. Déjà, il y a le côté mental de l'athlète qui est entamé. Lorsqu'il se voit perdre le maillot, même si c'est 15 secondes et que les autres ont pris, il voit ceux qui sont devant, certainement qu'il a pris le coup et il se dit je ne peux plus. Et c'est à ce niveau-là parce qu'il faut être fort mentalement. Et je crois qu'il n'a pas été fort. Il a lâché. Il a lâché aussi parce qu'à l'arrivée, vous voyez, c'est l'une des arrivées les plus belles du cyclisme camerounais. C'est comme à la rwandaise, c'est-à-dire que c'est sur une pente. Donc à ce niveau-là, sur 300 mètres, je pense, ce n'est pas donné. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Emmanuel, en matière de cyclisme, pour ce qui est des amateurs, à défaut des oreillettes, il y a quelqu'un qui rentre vers l'encadrement technique, prendre des informations, prendre le ravitaillement et autres, pour venir donner l'information à ses coéquipiers. Je pense sur le plan d'organisation, les deux équipes camerounaises ont joué le jeu. L'organisation, sur ce plan-là, a été bien faite. Mais il faut aussi dire à ceux qui nous suivent ce soir, Évariste, c'est que la course ne peut peut-être se perdre à l'arrivée, mais il faut regarder la succession des problèmes qui se sont posés. Premier problème, après la première étape Banganté, nous avons eu une étape Bafia, Ntui. Il y a eu un premier problème qui s'est passé, c'est-à-dire sur l'alimentation des athlètes, il y a la récupération rapide. Et ils étaient donc supposés commencer la course, je pense, vers 9h30, 10h. On a décalé pour 12h et en cours de route, vous savez quand même que la voiture qui transportait les vélos a connu des problèmes. Ça, c'est le premier élément. Donc, on a décalé pour 13h45. À partir de ce moment-là, le moral est affecté. Vous allez poursuivre. DTN, est-ce que cela a un impact sur la course? Je dirais sur cet élément que mon petit frère Sando évoque. Bon, il y a eu, certes, cet accident du véhicule qui est sorti de la chaussée et allé dans une rigole. Les vélos ont été transportés par un autre car. Ils sont arrivés à Bafia. Entre-temps, les coureurs ont été nourris à Bafia pour essayer de compenser ce qu'ils pouvaient avoir dans la journée. Et je vous dirais que cette étape de Bafia-Ntui a été la plus belle qui s'est courue pour les équipes camerounaises. Parce que les gars de l'équipe nationale, ils ont amené un train d'enfer dans cette étape parce qu'ils roulaient entre 45 et 50 à l'heure. À tel enseigne qu'il était impossible que quelqu'un puisse les attaquer. Bon, alors, sur l'étape, la 4e étape, c'était l'étape Rennes. Qu'est-ce que j'entends par étape Rennes? C'est l'étape la plus difficile. Avant d'arriver à l'étape Rennes, il y a quand même, vous parlez de l'étape de Bafia-Ntui, il y a une chute à l'arrivée du fait de la matérialisation
de la piste qui a été envahie par les populations. Il y a eu une chute à l'arrivée. Cette chute-là provient plutôt de... Il y avait certaines personnes qui n'ont pas cru devoir laisser les véhicules entrer, surtout les véhicules de tête. Parce que j'ai demandé aux véhicules de tête de pouvoir entrer directement vers la ligne d'arrivée et laisser les coureurs suivre le circuit. Mais malheureusement, la personne qui devait guider ces véhicules a eu à arrêter les véhicules de tête. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette chute. Oui. Sando, pour achever votre avis. Oui, la suite, on l'a vu au niveau de l'étape Yaoundé. Et Bolova, Kolandom. Là également, il y a eu un petit relâchement après Mbalmayo, parce qu'au niveau de Yaoundé Mbalmayo, ça s'est discuté véritablement lorsqu'on a regardé la course. Mais après Mbalmayo, on a senti que les cyclistes camerounais n'avaient peut-être pas suffisamment de jus à un moment donné pour pouvoir suivre les Néerlandais et les Slovaques. Et vous avez vu ça à l'arrivée. Et j'ai suivi le commentaire sportif du ministre de l'enseignement supérieur qui disait que le maillot, qu'on peut arriver à Yaoundé et que le maillot jaune ne soit pas sur les épaules d'un Camerounais. C'est aussi ça le sport et tout. Donc je pense qu'il y a un élément, vous et moi... Un commentaire de fair play. Oui, un commentaire de fair play qui a été poursuivi. Je pense que c'était un excellent commentaire. On va dire beaucoup de choses sur l'organisation de cette compétition. J'ai eu la chance, à partir d'ici, d'interviewer par WhatsApp 2 responsables de l'Union cycliste internationale, c'est-à-dire Vincent Bézol, qui est responsable conseiller UCI pour la Africa Tour, et Laurent Jacquet, qui est directeur des relations internationales à l'UCI, par ailleurs directeur du Centre mondial du cyclisme, qui ont salué l'organisation des compétitions au Cameroun. Vincent a d'ailleurs dit que c'est une course bien organisée, mais les deux sont tombés d'accord sur un point. Il faut en principe organiser des compétitions régulières en dehors de ces 2 grandes compétitions-là. On en viendra à l'organisation tout à l'heure. Nous sommes encore dans un train d'analyse des aspects techniques. L'analyse des aspects techniques, je voudrais arriver à dire que les cyclistes camerounais, à un moment donné, leur manque de jus dans les jambes. Ceux qui viennent de l'Europe ont parfois 2000, 3000 km de compétition. Or, pendant ce temps, nous avons combien de kilomètres? À ce niveau-là, il y a une certaine gestion des choses. Le directeur technique vient de dire, parce que c'est un tout. L'alimentation d'un athlète, la médecine du sport et tout. Le directeur technique a dit qu'il y a eu des compensations alimentaires pour pouvoir faire tenir les athlètes dans l'étape Bafia-Ntui. Sauf que, est-ce qu'on a tenu compte de niveau de récupération, de digestion? Parce qu'il y a la récupération rapide, il y a la récupération lente en fonction de la durée de la compétition et des étapes à parcourir. Donc tous ces éléments-là, n'étant pas dans la caravane, on ne peut pas les avoir. Mais je dis qu'il a manqué sur ce plan quelque chose qui pouvait C'est pas être Emmanuel fatal. qui va réagir à propos. Le DTN, ce sera juste après. Mais d'abord, Emmanuel, ce déficit de compétitivité, on a cru le problème résolu quand même. Il y a un Kamzon à Bessolo qui a participé de très formelle manière au Tour cycliste du Cameroun, puisque c'est celui qui a achevé la compétition comme maillot jaune. Il a d'ailleurs bénéficié d'un stage en France. Le stage, il était ponctué de plusieurs courses. Alors on s'est dit Kamzon, il revenait avec du jus dans les jambes, pas un déficit. Bon, maintenant il faut voir. Il a bénéficié d'un stage en France. Quelle est l'étude qu'on a faite étude climatologique entre le climat, la période de son stage, et celui qu'on pourrait avoir dans la période de la course? Le mois de septembre, on est à la sortie de l'été. C'est pas très compliqué quand même pour les Africains. Oui, mais sauf que chez nous, il fait chaud. C'est ça l'été aussi. Voilà, donc on est à la sortie là-bas, donc on rentre à autre chose. Maintenant, il a participé à quoi? À peut-être des séances d'entraînement. Est-ce qu'il a participé à des courses? C'est-à-dire que... Si, il y a eu des courses. Je parle en termes de compétitivité. Maintenant, est-ce que le mieux n'aurait pas été pour la fédération de l'inscrire dans des courses sur le continent même? Sauf si, dans cette période-là, sur le continent, il n'y a aucun pays qui avait la moindre course que ce soit. Pour moi, là n'est même pas le problème. C'est que quand j'écoute Sando, j'écoute le DTN, surtout le DTN. Quand moi j'écoute le DTN, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut dire, mais il ne veut pas utiliser les mots. C'est-à-dire que sur le plan technique,
le Cameroun n'a manqué de quelques éléments. Moi je prends le jeune lambda qui suit les courses ailleurs, qui se rend compte que toutefois qu'une équipe ou une nation a un cycliste, a un coureur qui est en tête, ce qu'on fait, parce qu'on peut avoir une crevaison, on peut avoir une chute, un élément de son équipe, un élément technique, soit la voiture, soit une moto, se rapproche de lui, est pratiquement dans sa roue. Au cas où il y a une crevaison, le directeur technique vous a bien indiqué qu'à l'époque, ça prenait 5-7 secondes. Aujourd'hui, ça prend 10. Oui. Alors, si on avait eu le véhicule qui avait suivi justement Tella dans sa position. Est-ce que vous voulez dire que le favori camerounais, qui était jusque-là, maillot jaune, Arthus Tella, devait être l'objet d'un suivi particulier? Exactement. C'est-à-dire que dès qu'il a pris la tête de la course, on devrait avoir l'équipe technique, c'est-à-dire que mécanique en fait, qui devrait être prête. Maintenant, évacuons cet élément. Alors, quand le DTN nous dit que le coup de pédale que le Slovaque et les Néerlandais ont mis a été fatal. Moi, c'est-à-dire qu'ils sont allés plus vite, moi, je me dis simplement que comment on fait, nous, pour ne pas avoir des athlètes qui comprennent qu'à partir de ce moment, il faut prendre leur roue. Donc, on doit avoir pratiquement le même coup de pédale et les gêner. Et en les gênant, ça nous permet justement encore de nous rattraper. Donc, c'est entendu, Emmanuel. Je pense que techniquement, il y a eu quelques éléments, mais dans l'ensemble, je l'avais déjà dit ici avant même la course, c'est-à-dire qu'administrativement, sur le plan organisationnel, l'accueil, tout administration, était bien, accueil, organisation, on va y arriver. On va y arriver. Oui, c'est beaucoup de fleurs pour la fédération. Voilà. Restons d'abord sur cet aspect technique, Emmanuel. C'est pour ça que je dis, à l'intérieur, techniquement, il faut qu'on reconnaisse qu'on a eu quelques failles. Et ces failles-là devraient nous permettre de nous améliorer pour l'année prochaine. Alors, il relevait la récupération, une rapide et une autre. C'est l'occasion pour le DTN de réagir. Je voudrais encore intervenir là-dessus, sur ce que dit mon petit frère Sando. Il a longtemps suivi des cyclistes avec moi. Je ne pense pas qu'un cycliste est appelé à rouler tous les jours à 60-70 à l'heure. C'est pour cette raison que vous allez trouver entre l'étape Yaoundé et Bolova en Collandom, les cyclistes camerounais se sont dit non, voici l'étape qui se présente devant nous. On nous a dit que cette étape se déroule en 3 phases. Une première phase où on a la côte sur 38 km de Yaoundé en Mbalmayo, et une deuxième phase de Mbalmayo à Ebolova, qui a rien que des faux plats avec une seule côte au milieu. Et la troisième phase, c'est la descente en Collandom. Parce que là, nous avons 17 km où on ne fait que descendre. Alors, les cyclistes camerounais ont eu à protéger leur maillot jaune jusqu'en Mbalmayo. Alors, les gens qui sont partis en Mbalmayo, dont 2 Hollandais, non, c'est 2 Français. Ils ont eu à attaquer, ils sont partis. Bon, je n'étais pas avec eux là-bas, je les suivais tout simplement en repérage. Le capitaine des troupes, Kamzon Abosolo, a demandé qu'on laisse les 2 là partir. Parce que l'un était à 9 minutes. Il n'y avait pas d'impact sur le classement. À 12 minutes. Il a dit, bon, ok, écoutez les gars, allons-y, prenons notre tempo, on y va. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand après avoir dépassé Ngulmakon, il y a le Slovaque qui était le maillot à pois rouge, constate que le Français a déjà eu à prendre les points à Ngulmakon. Il s'est dit que s'il prend encore les points à Ebolova, il va perdre son maillot. Et c'est en ce moment-là qu'il met le turbo pour entrer sur les Français avant l'entrée d'Ebolova. Ça va l'entrée d'Ebolova. Alors, le peloton est donc revenu sur eux et quand il grimpe à Ebolova, le Slovaque a fait son sprint pour prendre
les points sur le maillot à poids rouge. Et là, ça en est suivi avec la descente sur un colonne où ils se sont départagés au sprint. Mais j'avoue d'ailleurs qu'à la fin de cette étape-là, le Cameroun n'a pas de véritable souci puisque Arthur Stella termine toujours maillot jaune. Il a toujours ses 15 secondes d'avance, mais ça va commencer à se jouer plus difficile à partir de l'étape reine dont vous vouliez parler ici. L'étape la plus difficile, pourquoi? L'étape la plus difficile parce qu'au début de l'étape, on a au moins 30 km de plat et de faux plat, mais après ces 30 km, on commence à monter et descendre jusqu'à Meyo-Messala. Je vous dirais que les 5 derniers kilomètres de Meyo-Messala, nous avons 3 côtes successives qui vont à 8-9%. Donc, si vous avez déjà vu à aller dans cette région, vous trouvez ces côtes-là. Est-ce que les équipes camerounaises n'ont pas fait de rodage là-bas pour préparer la compétition? Les équipes camerounaises ont fait du rodage. Je vous dirais que lors de leur dernier entraînement, bon, j'étais avec eux, et c'était là Artus qui a fait des merveilles sur l'entraînement de cette étape. Finissons déjà avec cet aspect technique. Maintenant, la dernière étape. Arthur Stella est en difficulté, là en retard de plus de 7 minutes. Désormais, c'est Clovis Kamzon, à Besselon. On l'a vu, il est non pas dans le peloton de tête, mais il est dans le peloton maillot jaune, alors qu'il y a certains qui ont attaqué, mais dont le résultat n'a pas d'impact sur le classement parce qu'ils sont très loin au fond. Mais il reste dans le peloton avec tous ses concurrents. On s'attendait au moins qu'au sprint final, il aille un peu plus vite pour ne serait-ce que grappiller 2-3 secondes et gagner. Je dis que dans cette étape, si Kamzon Abesolo est resté à l'intérieur du peloton, c'est parce que ces 2 concurrents immédiats y étaient également. Oui. C'est pour ça qu'il est resté là. Bon, et qui porte l'attaque pour qu'il y ait une échappée? C'était là Artus. Il porte l'attaque. Bon, il part avec 3 coureurs. D'autres reviennent encore les trouver au niveau des Sazok. Et ils viennent donc ici à Yaoundé. Bon, il ne fait pas sprint celui-là. Oui, c'est un grand rouleur. Mais quand il s'agit du sprint, il ne sprinte pas. C'est pour cette raison qu'il termine deuxième derrière la personne qui a eu à gagner. Lucas. Kamzon Abesolo. Non, pas Lucas. Kamzon Abesolo reste donc avec ses 2 concurrents. Il s'est dit, bon, ok, mieux vaut les contrôler et qu'on arrive à Yaoundé. Les attaques qu'il y a eu, personne de ces 3 n'a bougé pour aller chercher. Donc tout le monde se réservait pour le sprint final, même s'il venait à 10 minutes des autres. Il ne s'en occupait pas d'eux. Donc il fallait tout simplement faire ce sprint-là. Bon, il a été battu au sprint. Nous acceptons cela. Bon, on se dit que la prochaine fois sera peut-être bonne. Mais moi j'ai un souci, c'est-à-dire que le coureur qui lui-même sera une préoccupation en 1 minute. Oui, le coureur qui lui-même encore doit faire la bataille de la logique, les éléments qui doit parler à ses coéquipiers et en même temps rester dans la roue ou encore rester dans le contrôle. Est-ce que véritablement d'été, vous ne vous dites pas que si on met le minimum de moyens à ce que nos coureurs, ou tout au moins nos leaders, puissent avoir l'élément qui les mette en liaison avec le technicien, l'entraîneur, qui lui peut lui donner des orientations qui sont contraires à ce à quoi il pense et pourrait l'aider. Parce que je suis sûr que si on a ces éléments de liaison-là, on aurait pu pousser Kamzon à bluffer un peu, à se dire, OK, essaye de tenter une échappée, le temps qu'ils te suivent, et on va pouvoir réguler. Donc, moi je dis ça comme ça. Est-ce qu'il est illégal d'avoir un dispositif d'oreillette dans une course amateur? Nous avons parlé d'oreillettes tout à l'heure là. Bon, les oreillettes sont beaucoup plus portées par les professionnels, alors que les amateurs 2.2, on n'admet pas. Cela n'est pas admis. Non, cela n'est pas admis. Il faut trouver un autre moyen de pouvoir communiquer donc, avec les favoris. C'est évacuer cet aspect donc, sur le volet technique. Venons-en à l'organisation. On l'a vu, beaucoup de fleurs à l'endroit de la Fédération camerounaise de cyclisme. DTN, je préférerais que vous soyez toujours en posture de celui qui réagit. Emmanuel, quels sont les beaux points de la Fédération cette année? Non, je crois que les bons points cette année ont été une organisation beaucoup plus sobre, discrète, mais efficace.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de ramdam, mais on a mis plus de temps dans le travail qu'à autre chose. Et on l'a senti 2 semaines, 1 semaine avant la course, on sentait que beaucoup de mesures avaient été prises. Et on a vu aussi que ça a participé de rassurer un peu les équipes qui devaient arriver. Il faut simplement voir la périodicité à laquelle ces équipes se sont retrouvées au Cameroun. Il y a eu un élan de confiance. Emmanuel, est-ce que c'est sobre quand vous faites battre tout le cœur de l'Ouest à Banganté par une forte mobilisation, quand vous parvenez à obtenir l'autorisation de survol d'un aéronef militaire, quand vous parvenez aussi à faire sortir la première dame de son repos? C'est sobre parce que vous mettez à la disposition de la discipline ce dont elle a besoin. Et vous ne le faites pas comme si vous défiez qui que ce soit. Vous le faites en commission, vous le faites en séance de travail. Vous vous dites simplement qu'on va essayer d'être dans la norme de ce que doit être une course cycliste. Et moi, ce que je dis, quand je dis que c'est sobre, parce qu'on a pris le temps, on a travaillé dans le calme, on a travaillé dans une certaine discrétion, et puis à la fin, il y a eu un certain résultat. Moi, je suis les éléments de cette course-là, ou des courses organisées par la fédération. Je dis, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, mais voir des équipes arriver autant de temps avant la course, voir le dispositif qui a été mis en place, voir l'organisation qui a été mise en place et voir l'adhésion. Ce n'est pas facile au Cameroun de faire adhérer les communes dans ce type d'événement. Voir l'adhésion qu'il y a eu et puis l'adhésion populaire même aussi. Moi, je dis chapeau à la FECA Cyclisme, mais il y a des éléments à améliorer. Il y a des points sur lesquels il faudrait encore pousser et peut-être l'année prochaine, on aura quelques améliorations. Oui. On en parlera au prochain tour de table, ce qu'il y a à améliorer sur le plan de l'organisation et peut-être de l'administration. Sando, l'homme Titi, qu'est-ce qu'il faut applaudir? Il faut applaudir l'appropriation de l'événement par la fédération en elle-même, puisqu'il y a eu une cérémonie qui s'est passée dans un hôtel de la place où on a parlé du lancement du Grand Prix Chantal Biya. Il faut saluer la communication qui a été faite tout autour de la descente sur le terrain du président de la fédération et de son équipe à la rencontre des gouverneurs et autres responsables municipaux par rapport à l'événement. Il faut saluer l'implication sur le plan médical de tout ce qui s'est passé. Il y avait au moins 2 ambulances qui accompagnaient. Il faut saluer le côté sécurité, parce que sur ce plan-là également, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut saluer peut-être le rêve, vous en parliez tout à l'heure, de l'introduction de l'hélicoptère qui a permis, entre Bafia et Ntui, à nous donner une meilleure visibilité. Nous qui commentions l'événement, on sait c'était très bien. Maintenant... oui, parce qu'il y a cet aspect touristique tout à fait. D'une compétition. Seulement, il faudra à l'avenir, ça faudrait qu'on le dise très rapidement, que la Fédération camerounaise de cyclisme travaille avec son principal partenaire communicationnel qui est la CRTV pour qu'on ait les zones d'ombre, là où on ne peut pas couvrir véritablement, qu'on puisse avoir des capsules qui nous permettent d'entretenir nos téléspectateurs. Ça, c'est le premier élément. Oui, le deuxième, le temps réel est mis en mal. Oui, le deuxième élément, j'insiste là-dessus, c'est l'invitation des pays un peu plus costauds en matière de cyclisme, c'est-à-dire que le Cameroun où se trouve aujourd'hui, le DTN va certainement me corriger, entre la 6e et la 9e place dans le classement après l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Érythrée, le Rwanda, l'Éthiopie, pas le Burkina Faso, vient après nous. En Afrique noire, je pense que nous sommes, de ce côté-là, nous sommes meilleurs. Il y a l'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Donc je dis, on a à inviter ce pays-là pour pouvoir rehausser la capacité de notre cyclisme. Maintenant, le bon point qui devrait être compensé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a vu, peut-être c'est parce que c'est le Grand Prix Chantal Biya, une grande mobilisation des entreprises. Ces entreprises-là devaient être courtisées. Je ne m'adresse pas au DTN, mais je m'adresse à l'ancien cycliste, à l'ancien champion du Cameroun, où on a vu à une certaine époque l'implication et l'implication, oui, des entreprises. On reviendra aux leçons tout à l'heure. Permettez, on reviendra aux leçons tout à l'heure. Vous aurez la possibilité de le développer. C'était une promesse. Je voudrais permettre à Joseph Evouna, le directeur technique national et directeur
acteur de cette course, de pouvoir réagir d'abord. Ce qu'on a relevé comme bon point ici. Si je marque un arrêt à Banganté, qu'est-ce que cela vous a apporté de voir toute cette mobilisation, toute cette implication de l'élite locale? Je remercie déjà les mairies qui se sont impliquées dans l'organisation de cette compétition. Bon, je remercie ce que le panel est en train de dire pour nous, mais je dis que toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Nous relevons ce qui est mauvais et pour que nous nous appliquions aux jours à venir. Oui. Ah oui, ça c'est entendu. Maintenant, lorsque vous arrivez à la fin de l'étape d'un Colandom, il y a aussi une haute personnalité locale qui est venue accueillir les coureurs à l'arrivée et a dû offrir d'ailleurs une somme de 500 000 francs à Tela Artus, qui était jusque-là le maillot jaune. Voilà, lui, il ne relève pas d'une collectivité territoriale décentralisée, il n'est pas une autorité locale, mais c'est une personnalité qui est originaire d'un Colandom, le professeur Jacques Famendongo. Qu'est-ce que cela apporte moralement à vos coureurs? Ça galvanise beaucoup plus les coureurs. Parce que, Sandra le disait tout à l'heure là, lorsque nous nous retrouvons avec des gens qui, par leur propre initiative, viennent encourager des coureurs, ça fait un baume dans leur cœur et ça les galvanise. Et nous souhaitons que d'autres personnes puissent suivre l'exemple du ministre d'État. Puis, l'étape reine, l'arrivée à Meyoumé Salah, ce n'est pas à tous les coups que l'on voit la première dame. Cette fois-ci, elle a été là. Elle a souvent eu à nous faire cette surprise. Soit elle vient voir les coureurs dans son lieu de mariage, soit à Yaoundé. Et ça a donné du baume au cœur à toute la caravane qui était là parce que déjà, elle est entrée pour pouvoir communier avec nous. Elle a eu à le faire et ça a eu un impact très, très, très positif sur la tête des gens. Retour de sympathie, on a vu la fédération lui offrir un vélo. Pourquoi? Bon. Bon. C'est pas au dire qu'il y a une réponse à cette question. C'est pas à moi. C'est pas à moi de dire ce que ça représente. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que le président de la République, c'est un cycliste tout fait. Je vous dirais que lorsque j'étais encore opérationnel, il était Premier ministre, je m'entraînais avec lui. Et je pense que du fait qu'on lui demande de revenir à ses amours, le vélo, bon, c'est une bonne chose. Alors, on lui a remis le vélo à la première dame pour aller le remettre au destinataire. C'est tout à fait. C'est la première dame à lui demander de... Oui, ça on a parlé de bons points, mais il y a quelque chose qui a failli nous échapper. Heureusement que vous avez touché l'élément, la première dame. En fait, j'ai eu à faire un travail avec le professeur Emmanuel Wagnou, qui est internationaliste, qui nous parlait de la diplomatie et du sport. C'est un secrétaire général du ministère des Sports. Ministère des Sports, un élément qui sera diffusé d'ici à la fin de la semaine. Et il saluait ces activités-là qui sont organisées par le pays pour pouvoir attirer des gens ou bien pour pouvoir vendre l'image de leur pays. Et vous avez la diplomatie du sport, vous avez la diplomatie humanitaire. Or, tout au long de ces dernières années, on a vu la première dame utiliser les deux éléments, le sport et la diplomatie, c'est-à-dire elle associe son image dans les événements, donc surtout à cet événement qui porte son nom, ou alors aux côtés de son époux pour recevoir, accueillir les athlètes lorsqu'il y a eu une compétition. On l'avait avec les Lions du football, entre autres. Mais il y a un élément peut-être qui a failli échapper à notre observation sur le feu de l'action, c'était la diplomatie humanitaire. N'oublions pas quand même qu'elle est ambassadrice de l'UNESCO. Et vous avez vu, à la fin de la compétition, au moment où elle devait partir, elle a tenu en main une maman, une sexagénaire certainement, qu'elle a transportée dans sa voiture parce qu'elle est venue poser un problème.
Rarement, de mémoire de reporter, on a vu ce genre de choses en dehors de Lady Diana, qui était descendue jusqu'à ce niveau, offrir son image pour pouvoir accompagner les démunis. Donc, je pense que parmi les bons points du cyclisme camerounais pour cette étape, pour cette 21e édition, il y a cette diplomatie qui est remontée parce que la dernière fois, la première dame était venue au boulevard du 20 mai, vous l'avez vu, elle n'a pas tenu compte de la pandémie, elle n'a pas tenu compte de la transpiration des uns et des autres. Il y avait des photos, elle embrassait tout le monde pour pouvoir les remonter. Et cette image-là, je pense que c'est l'une des images qui permettent aux uns et aux autres de revenir parce que certainement, on va voir une femme accueillante, une femme disposée et disponible à nous accompagner. Bon, maintenant, pour sortir, certainement, peut-être ce sera ma dernière prise de l'avant-dernière. L'avant-dernière. Je voudrais insister, ça, je porte la parole à l'endroit de la personne qui a été championne du Cameroun, M. Ouvona Joseph, pas au DTN. Que monsieur le champion, au moment où vous compétiez, il y avait quand même, comment je peux dire ça, les entreprises qui vous accompagnaient. On a vu une vingtaine, une trentaine d'entreprises tout au long du Grand Prix Chantal Biya. Est-ce que la commission marketing de la Fédération camerounaise de cyclisme ne peut-elle pas véritablement s'appuyer sur ce succès pour pouvoir inciter les entreprises à créer des écuries afin de relever le cyclisme camerounais? Quand on regarde, je peux me tromper, vous êtes technicien, avec l'avantage que vous avez été cycliste, parce qu'il y a d'autres qui sont techniciens, parce qu'ils ont suivi une formation à l'INGS et sont venus. Vous avez les deux à la fois. Les cyclistes camerounais, quand on regarde, il y a Kamzon Abesolo, il y a Tela Atus. S'ils sortent du circuit maintenant, on aura peut-être beaucoup de peine à retrouver les rayons. Que fait-on pour pouvoir détecter, former, encadrer et mettre à la disposition du grand public des cyclistes? Je suggère que ce sont des suggestions que vous lui faites ici en termes de perspective déjà, parce que vous ne lui poserez pas de questions. Joseph Evouna, néanmoins, vous allez réagir, puisqu'on est déjà dans la perspective, on va vers l'avant. D'abord. Oui. Le petit frère a parlé de quelque chose tout à l'heure là, s'agissant des pays qui viennent ici au Cameroun pour compétir. Bon, c'est un problème de réciprocité. Vous m'invitez aujourd'hui, demain je vous invite. Lorsque je vous invite 1, 2 fois, vous ne m'invitez pas. Pourquoi est-ce que je pourrais encore vous inviter? Je prends tout simplement l'exemple du Rwanda, de la Tunisie, de l'Algérie. Nous, on les invite, ils viennent ici, mais pour nous inviter, aller courir chez eux, ils ne nous invitent pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai voulu justement moi-même insister sur le cas du Rwanda. C'est ça le problème. Le Rwanda qu'on n'a pas vu ici. Vous n'avez pas vu le Rwanda tout simplement parce que 2 fois de suite déjà le Rwanda est venu ici, mais eux ils ne nous invitent jamais. Et c'est pour cette raison qu'on s'est dit que non, s'ils ne nous invitent pas, nous on va continuer à les inviter. Pourquoi? Est-ce qu'au-delà de l'invitation, on ne souscrit pas à une compétition? La compétition est souscrite au sein de l'UCI. Et donc l'UCI nous demande de prendre les gens que nous voulons dans notre compétition. Et c'est pour cette raison que... Il y en a qui peuvent se proposer aussi. Il y a des gens qui... Par exemple, la Bulgarie est venue ici, autour du Cameroun. La Bulgarie a payé ses billets d'avion pour arriver au Cameroun. Oui, nous les avons entretenus pendant leur séjour ici. Mais ils ont payé leur billet d'avion. DTN, parfois, nous, on a l'impression de l'extérieur que vous avez peur des charges. Non, non, pas du tout, pas du tout. Oui, puisque au moment de l'invitation des délégations étrangères, il faut payer leur titre de transport. Nous payons leur titre de transport. C'est ce qui fait donc nuance. C'est ce qui fait nuance parce que lorsque nous payons leur titre de transport et que lorsque eux ils organisent, ils ne nous payent pas le titre de transport pour aller là-bas, on fait comment? On ne peut pas continuer à les inviter chaque fois. Ah ouais. Il faut humain, solidaire de part et d'autre. Maintenant, on s'avance vers la sortie de cette émission. On va inverser l'ordre de distribution de la parole. Ce sera vous en premier, Joseph Evouna. Maintenant, Clovis Kamzon Abesolo continue de rouler, mais il s'avance en même temps petit à petit vers sa porte de sortie des compétitions. Est-ce qu'une relève est déjà préparée? Une relève avec vraiment des indicateurs, avec vraiment des assurances. Vous allez répondre aux 2 questions à la fois. La deuxième, c'est le Cameroun a remporté le Grand Prix cycliste international Chantal Biya pour la dernière fois. C'était en 2017 et c'était justement Clovis Kamzon Abesolo. Ça commence à leur manquer de remporter cela. Comment on fait pour préparer demain dès aujourd'hui? Là où vous avez chuté, c'est là où je commence. Bon, alors, si à chaque fois, il faut qu'on gagne
vous allez encore parler. Mais si on a gagné le Tour du Cameroun et que nous avons perdu le Grand Prix Chantal Biya, il est souhaitable qu'on accepte ça. C'est du 1 sur 2. On ne gagne pas chaque fois. La France, qui organise le plus beau tour du monde, je crois savoir que cette France-là est à la 31e édition, si je ne me trompe pas, sans avoir eu un deuxième dans le Tour de France. À la première question, très compétitif. Vous avez raison. La direction technique nationale est en train d'y penser. Que Camzon est à la porte de sortie, que faisons-nous? Et je m'en réjouis avec ce que mon petit frère disait tout à l'heure là, qu'il a vu des entreprises venir. Est-ce que nous souhaitons vivement que ces entreprises, la cellule marketing, puissent approcher ces gens-là pour qu'ils reviennent encore dans les compétitions au Cameroun. Ça nous fera avoir des compétiteurs hors normes pour pouvoir aller à l'étranger et se défendre ici au plan local. Alors, la relève? La relève, j'ai dit que la direction technique nationale se prépare pour ça. D'accord. Emmanuel Bakolo, suggestion, les perspectives, que faut-il faire pour améliorer la performance et l'organisation? Moi, j'aime beaucoup écouter le directeur technique dès qu'on prend l'aspect technique, parce qu'il a une belle manière de botter en touche tout élément qui a trait à l'aspect technique. Vous avez vu que dans le déroulé de Sando tout à l'heure, qui avait trait à l'aspect technique, quand il évoquait la relève, c'était pour se dire, on profite de la présence du directeur technique pour voir quelle est la plateforme mise en place par la Fédération camerounaise de cyclisme qui nous rassurerait de ce que sur les 5 prochaines années, on peut avoir des garçons de 18 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans qui soient les patrons du vélo camerounais. Alors, comment on fait pour aller là? Est-ce qu'il y a un plan d'intéressement des jeunes entre 8 ans et 14 ans au vélo pour qu'on se dise quand même qu'aux prochains Jeux olympiques, on est sûr de pouvoir donner 2 noms dont on se dit qu'on les placera et qu'à cette période-là, parce qu'aujourd'hui, à 16 ans, ils font tel temps, à cette période-là, à 20 ans, selon des études internes à la fédération, on pense qu'ils pourraient être dans les temps de ceux qui font souvent les 3 premières places aux Jeux olympiques. Donc ça, c'est, je ne sais pas si j'apporte quelque chose, mais c'est ma modeste lecture sur le plan technique, sur le plan des éléments de la plateforme que nous, on pourrait attendre DTN Petit rétro-pédalage sur sa préoccupation. Est-ce qu'il y a cette traçabilité prévue à court, à moyen et à long terme? Sur sa préoccupation, il a pleinement raison. Mais une chose que je voudrais dire, ne pas confondre le cyclisme à d'autres sports. Ah oui, parce que vous et moi, nous voici ici sur le plateau. Vous n'accepterez pas que votre enfant, au lieu d'aller à l'école à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, au lieu d'aller à l'école, puisse venir faire du vélo. Non, c'est impossible. Vous n'allez pas me le dire. Donc, nous disons que, à l'heure actuelle, je vous le disais tantôt, que la direction technique nationale est soucieuse de la relève. Mais qu'est-ce qu'il faut sur cette relève-là? Les présidents des ligues régionales doivent beaucoup plus nous aider à pouvoir détecter des jeunes talents qui peuvent faire le cyclisme. Parce que si à leur niveau, ils ne peuvent pas le faire, il me sera difficile en tant que directeur technique national, en tant qu'entraîneur national, d'aller trouver ces gars qui peuvent faire du vélo. Et DTN, dites quand même, est-ce que on comprend bien la difficulté que vous avez, c'est une discipline sélective, des parents qui veulent limiter les risques à certains de leurs enfants, mais dites quand même, est-ce qu'il est aussi possible, comme dans d'autres disciplines, d'avoir des centres de formation, des écoles de formation cycliste? C'est un peu difficile. Ici, en Afrique, je crois savoir que, de mémoire d'homme, ce n'est qu'en Afrique du Sud qu'on trouve un centre de formation de cyclisme. Bon, en dehors de l'Afrique du Sud, les autres, ce sont des clubs. On y pense quand même à l'avenir? On y pense quand même, parce que si nous arrivons à avoir des maisons comme la SNH, ils peuvent facilement recruter des jeunes. Mais dites, de votre temps, il y avait quand même Écam Plaquage, Canon Vélo, Tonnerre, ONCPB. Il s'agissait des clubs. Oui, je parle des clubs. Parce qu'en fait, avec les clubs,
il y avait donc de jeunes gens qui étaient intéressés au vélo, premièrement. Deuxième élément, je sors par là parce que le DTN a évoqué le fait d'un parent qui ne peut pas permettre à son enfant de 12 ans d'aller au vélo. Mais s'il y a une plateforme qui indique que le jeune homme a 1 ou 2 heures de séance d'entraînement le mercredi après-midi ou alors le samedi, que l'apprentissage est organisé et encadré par la fédération, il y a bien des parents qui vont permettre à leurs enfants, dont le hobby est peut-être le vélo, d'y aller. On vous a entendu lui aussi. Il a d'ailleurs dit que dans l'avenir, cela est envisagé. C'est envisagé. Vous êtes encore à l'étape d'études de faisabilité. Nous sommes à l'étape d'études. On verra bien. Sorti, Sando Lomtiti, des propositions. Il n'y a pas que des remarques à porter vis-à-vis du DTN. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui suggère comme piste? Vous en avez pour 1 minute. En 1 minute, je voudrais dire au DTN qu'on relance les compétitions sectorielles. C'est-à-dire, on a eu dans ce pays le Grand Prix du Kanga, le Grand Prix du Sultan, entre autres. Ce sont des compétitions qui ont permis de détecter, lui particulièrement, je pense que c'est quand il est allé au Grand Nord qu'il a fait sortir les jeunes comme les Sanda et autres, Bouba Pascal. Donc, je pense qu'en allant vers les autres, qu'on parvient à déceler le talent. Le cyclisme est la seule discipline, je le dirais toujours, qui va vers le consommateur. C'est-à-dire, vous êtes sur le balcon de votre maison, vous attendez pendant 1 heure et vous avez 5 minutes de plaisir à voir passer la caravane. Donc, les annonceurs qui arrivent seront intéressés de voir les uns et les autres se concentrer. Autre élément que je voudrais souligner, les ligues régionales n'ont certainement pas les moyens si elles ne sont pas impulsées par la fédération qui, elle a l'essentiel des moyens. Je salue il faut décentraliser. Oui, puisque la fédération, quand on regarde le Tour cycliste a coûté à peu près 216 millions à l'État. Bon, maintenant, avec le soutien des sponsors, des communautés et autres, ça a quand même été un bon paquet qui devrait permettre à la fédération, qui a fait un bon travail, ça il faut le dire, d'impulser d'autres éléments afin d'attirer. Chez nous, on dit il faut faire de susciter l'émulation au niveau régional également. Tout à fait, et au niveau régional. C'est entendu. Et pour sortir définitivement, j'ai admiré le paquet que le président de la fédération a remis au chef de l'État. C'est-à-dire c'est une bonne... c'est un bon appât pour pouvoir voir un peu plus gros. Mais je prie seulement que quand le chef d'État va donner de l'argent, que cet argent retombe pour l'achat des vélos afin d'avoir encore un peu plus que ce soit aussi connu. Ou que ce soit connu. Tant que le paquet. Merci. Le mot de fin, il vous reviendra. Joseph Evouna, ce sera en 15 secondes, puisqu'on est arrivé au terme de cette émission. Oui, donc je vous remercie déjà de m'avoir invité ici pour pouvoir discuter. Je pense tout simplement que nous pensons que l'avenir des sponsors dans le cyclisme pourra nous aider à faire beaucoup de choses. C'est terminé pour cette édition de Sports Club. C'était Joseph Evouna, directeur technique national, Emmanuel Bankolo, qui nous a accompagnés de ses éclairages, tout autant que Sando Lomtiti, des consultants de CRTV Sports and Entertainment. Cette chaîne du réseau CRTV qui vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour la prochaine édition. Vous avez certainement aimé. Revenez nous le confirmer vendredi prochain. Au revoir.